Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Coucou Margot, merci d'avoir accepté mon invitation à venir sur mon podcast. Merci à toi, je suis vraiment ravie. Pareil. J'avais envie de commencer un petit peu pour expliquer comment moi je t'ai connue et pourquoi je t'invite. C'est OK pour toi? Ouais. Est-ce que tu te rappelles? Je t'avais partagé un peu comment je t'avais connue, mais je sais pas si toi tu te rappelles. Je me rappelle quand on s'est vraiment rencontrés, tu vois, sur le Bichot, et tu m'avais un petit peu raconté, mais voilà, j'ai rien de très précis en tête. OK, stop. Donc je vais raconter un petit peu aux éditeurs justement comment je t'ai connue. Moi, je t'ai connue quand j'ai été dans ma reconversion en 2020. Moi, j'ai quitté le salariat en 2020. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus, il y a tout un épisode qui retrace un peu ma reconversion. Et à ce moment-là, quand je me suis reconvertie, j'avais eu envie, en tout cas, d'utiliser les cartes d'un point de vue productivité pour m'aider à définir ma priorité du jour. Et je tirais à ce moment-là les oracles uniquement. Et à un moment donné, je me suis intéressée au tarot. Et je pense que je suis tombée sur ton compte comme ça, parce que je cherchais des tirages, des comptes sur le tarot. Et je m'étais formée sur les cartes du tarot, leur signification, etc. Et ensuite, je suis tombée sur ton compte. Et c'est là où je me suis formée, du coup, à la tarologie. C'était ma première formation avec toi. C'était, se former au métier de tarologue. D'accord, t'es cash. Ouais. Et donc ça, c'était, je pense, en juin 2020. OK. Donc ça fait un petit moment. Et ensuite, j'ai pris tout plein de formations chez toi par rapport au tarot. Ouais, c'est cool. Donc ça, c'est comment je t'ai connue. Ouais. Et ensuite, on s'est croisés en vrai Oui. au Bichot. C'était en novembre, donc novembre 2023. Et je t'ai reconnue direct. En fait, je savais pas que tu venais. Et genre, je t'ai croisée, je fais Margot. Et après, je t'ai dit, c'est toi que j'ai choisi pour me former, etc. Bon, je me suis aussi formée avec d'autres personnes, mais en tout cas, c'est avec toi que je me suis le plus formée au tarot. Et j'ai adoré ton approche. Je la trouvais hyper simple, hyper intuitive. Et moi, elle me parlait énormément. Et je pense aussi par rapport à ton approche thérapeutique. Donc, avant qu'on commence notre interview, j'aimerais bien que tu nous partages un peu ton parcours, comment t'es arrivée à la tarologie. Je pense que c'est intéressant parce que de mémoire, t'as été doula, ensuite t'avais été enseignante et thérapeute, et maintenant tu dédies une grande partie, en tout cas, de ce que tu fais en relation avec le tarot. Est-ce que c'est correct? Oui, tout à fait. Il y a effectivement doula. Après, j'ai continué je me suis formée en thérapie conjugale et familiale. Donc, j'ai continué là-dessus tout en étant enseignante pendant tout ce temps-là. Et en fait, le tarot, c'est arrivé un peu par hasard. Enfin, le tarot professionnellement. C'est à un moment, j'ai juste vu qu'il y avait des Américaines qui partageaient leurs propres tirages, etc. Je trouvais ça très joli, très ludique. Je m'étais juste dit, tiens, je partagerais bien ça moi aussi, mais c'était pour l'aspect joli et ludique, en fait, vraiment, hein. Et en fait, ça a pris comme un fétu de paille, quoi. C'était assez hallucinant pour moi, parce que jusque là, en tant qu'entrepreneur, je faisais des choses qui marchaient, c'est-à-dire qui permettaient d'assumer ma subsistance, mais c'était tout, quoi. Et je souffrais de ça, de rester vraiment en mode survie et de pas décoller au-delà. Du coup, effectivement, passer en mode tarot, ça m'a vraiment surprise, hein. Pour moi, c'était pas au tout départ, quand je me suis mise à partager là-dessus, il n'y avait pas d'ambition professionnelle. Donc après, ça faisait un bout de temps que j'utilisais les cartes en général comme support thérapeutique avec les mamans, dans les groupes de parole de femmes que je menais à l'époque. Donc ça, oui, c'était déjà présent depuis longtemps, mais c'était pas du tout le cœur du métier, quoi. Ok, comment ça s'est présenté à toi, le tarot? Je sais pas du tout. Non, en fait, vraiment, c'était les cartes font partie de ma vie depuis que je pense que je suis pré-ado. Enfin voilà, il y avait cette attirance pour les mondes symboliques. Je suis très attirée aussi par tout ce qui est
cathédrales, histoire des cathédrales, ce genre de choses. Donc, ça se recoupait à beaucoup d'endroits. Ensuite, il y a eu une période creuse, comme je pense, quasi toutes les femmes à qui je parle ont vécu ça, c'est-à-dire il y a une forte attirance pour tout ce qui est ésotérique, pour tout ce qui est, il y a même des perceptions subtiles dans l'enfance, ce genre de choses, jusqu'à l'adolescence. Après, ça s'arrête parce qu'on a autre chose à faire de sa vie, parce que voilà, on construit sa vie de jeune adulte, etc. Et ça s'est réouvert pour moi à la naissance des enfants parce qu'il y a un côté vraiment magique à la naissance des enfants aussi. Donc là, il y avait beaucoup plus de liens avec ça. J'arrive pas à dater et à quantifier quand est-ce que le tarot précisément est entré dans ma vie, en fait. Je pense que ça s'est juste inséré dans un parcours un peu spirituel au quotidien, avec la méditation, avec des outils comme le yoga, avec le fait qu'il y ait aussi des cartes d'oracle à un moment pour moi. Mais je sais que là où ça a vraiment accroché et où je me suis mise à étudier ça plus qu'à fond, c'était de découvrir que c'était un système de cartes qui marchait en système. Et je suis très, très, très fan des systèmes normés, en fait, qui permettent de se repérer comme au sein d'une carte, en fait. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, ton approche, tes explications, comment tu... Enfin, t'as un système et t'es aussi vachement... Enfin, t'allies vraiment les deux, je trouve. C'est, par exemple, toi, comment t'enseignes le tarot, t'enseignes la signification de la carte, mais tu laisses aussi beaucoup de liberté à l'intuition. Oui. Et à chaque personne d'exprimer justement son intuition et son interprétation de la carte. Oui. Donc moi c'est ce que j'ai aimé chez toi et c'est pour ça que intuitivement je m'étais formée avec toi et pas avec quelqu'un d'autre parce qu'il n'y avait pas ce système justement rigide d'apprentissage des cartes. Ça moi j'avais beaucoup. Oui, non, mais en fait, je pense que, mais il y a beaucoup de personnes que ça met, que ça perd un peu ce truc-là où je suis très, très dans l'intuition et très, très aussi dans cette carte, c'est cette carte et puis point. En fait, je prends les cartes comme faut se représenter ça comme des personnages, c'est-à-dire, ta meilleure amie. Tu prends ta meilleure amie, il y a tout un système de croyances autour d'elle, enfin pas de croyances d'ailleurs, c'est tout à fait vrai, il y a des données autour d'elle qui sont immuables. Je sais pas, elle mesure 1,65 m, elle est blonde, elle a 2 enfants, c'est une nana qui fait telle et telle chose dans la vie. Tu vois, il y a tout ce système-là, voilà, c'est une copine que tu vas rencontrer, je sais pas, en moyenne 1 fois par semaine. Tout ça, ça en fait un système un peu rigide qui fait que c'est elle. Elle s'appelle comme ça, enfin tu vois, il y a tout un truc qui la définit et qui est le même pour plein de personnes. Je veux dire, tout le monde serait d'accord avec cette version-là de l'histoire parce que c'est juste des données factuelles. Et en parallèle de ça, t'as toi qui tu es quand tu la rencontres un jour, elle qui elle est quand elle te rencontre un jour, de quelle humeur est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a mangé le matin, de quoi est-ce que vous allez parler, est-ce que aujourd'hui il pleut ou pas, est-ce que c'est vite fait, c'est pas vite fait. Et tu vois, il y a tout un système qui se noue autour au moment où tu la rencontres, cette semaine-là, elle va pas être exactement la même, tu vas pas interagir de la même façon avec elle, et ça va être à chaque fois un petit peu différent, tu vois. Mmh. Et du coup, je prends vraiment ça comme ça, c'est vraiment un alliage des deux. Il y a ce qu'on sait de la carte, et c'est assez immuable, et il y a tout le moment où on la tire et la personne qu'on est au moment où on tire cette carte-là. Ouais. Et d'ailleurs, toi, d'un point de vue utilisation perso, je sais que tu tirais des cartes tous les jours, je crois tous les matins. Est-ce que tu le fais encore? Oui, oui et non. Moi, ce qui est surtout important pour moi, c'est le fait d'écrire et tu vois, ça range la tête. Et du coup, des fois, ça se fait avec les cartes, des fois, ça se fait sans les cartes. C'est juste des exercices de journaling pur. Du coup, je dirais, c'est 1 jour sur 2. Parce que à l'époque où je me suis formée avec toi, tu le faisais encore tous les jours et t'enseignais même d'ailleurs le bullet journal avec le tarot, quoi. Oui, oui, oui. Et là, actuellement, je te dis, c'est en gros 1 jour sur 2. Après, il y a des périodes où j'y retourne complètement. Des périodes où pendant 2 mois, je touche plus vraiment mon tarot parce que je sens que j'ai besoin d'être plus ancrée, que c'est plus moi qui dois tout décider, tu vois. Et voilà, ça varie. Ok, bah c'est comme moi, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu dis c'est moi qui dois tout décider. Est-ce que tu penses que les cartes décident à notre place ou elles nous influencent en tout cas dans notre prise de décision? Oui et non. Alors, quelles influences? Oui, forcément, parce que c'est comme si on recevait un avis extérieur. Et tu vois, quand tu m'as dit que tu étais venue au tarot au moment où toi, t'étais vraiment en reconversion professionnelle, et je suppose qu'il y avait une partie de toi qui était hyper enthousiaste et une autre partie qui devait être flippée enfin voilà, il y a un côté où on est un petit peu perdu et on sait pas exactement où on va, pour avoir traversé aussi des périodes comme ça.
Et surtout des périodes où rien ne marchait dans ce que je pouvais faire, je me suis mise en mode, bon, allez, le tarot décide. Puisque là, visiblement, ce que moi, je peux produire mentalement, c'est juste ni fait ni à faire. Donc, je délègue tout et en général, ça marche super bien. Ça, au moins, ça te fait reprendre, même si des fois les décisions sont pas les bonnes, honnêtement, ça te fait juste reprendre un fil d'action qui est nécessaire pour continuer de dérouler sa vie quelque part et pas être juste en mode pause. Donc, ça m'est arrivé de passer par des périodes comme ça, et il y a des périodes où c'est non, c'est vraiment juste moi qui décide. Et après, dans ces cas-là, soit j'ai pas recours au tarot, soit le tarot me donne une vision de ce qui peut arriver, me donne une profondeur en plus, ce genre de choses. C'est par exemple, tu vois, par exemple, je peux travailler sur des objectifs, on va dire des objectifs financiers, tant qu'on est dans l'entrepreneuriat. Et dans ce cas-là, je peux tirer des cartes pour dire, bah voilà, ça donnerait quoi dans ma vie si vraiment tel objectif financier était atteint. Ouais. Et du coup, je m'en sers comme ça, mais c'est pas du tout un tirage décisionnel en fin de compte. Ouais, c'est plus on va dire des éléments, je dirais. Ouais, c'est des éléments, c'est de l'inspiration, Ouais. ça m'aide à connecter à est-ce que ça, je le veux vraiment ou pas. Ouais. Voilà. Exactement. En HD, il me semble que t'es générateur ou t'es un autre type? Je regarde, attends. Il me semble que t'es générateur. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'on en avait parlé. Attends. Je te retrouve ça. Ah ouais, mais ça, tu vas me faire, j'adore. Générateur, ligne 1-3, autorité émotionnelle, plexus solaire. Ok. Et du coup, je trouve que pour justement si on lit ça au Human Design, je trouve que les cartes c'est un super support parce que ça nous aide à ne pas rester dans notre tête. Et je pense que c'est aussi ce process que tu décris, c'est quand tu es trop dans ta tête et que du coup tu es dans la stagnation et l'immobilisation, tu peux utiliser les cartes pour en sortir. Et pour, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas les cartes qui décident, c'est toi qui décides au final. Elles te reflètent des éléments et c'est à toi de voir si c'est quelque chose qui résonne et si tu as envie de choisir cette direction ou pas. Là, quand tu disais pour, par exemple, le chiffre d'affaires, je trouvais ça hyper intéressant parce que je trouve que ça met des éléments qu'on voit pas forcément seuls et c'est des éléments plutôt qui mettent en lumière ce qu'on a dans l'inconscient. Donc, par exemple, et si je générais, par exemple, 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, quels seraient les challenges auxquels je pourrais faire face éventuellement? Et donc, ça te permet d'évaluer des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé et de t'y préparer psychologiquement dans l'éventualité où ça arriverait. Ouais, non, tout à fait. Je le prends comme un espèce de miroir de notre inconscient, qu'il y a des cartes qui vont parler et faire ressortir de nous des choses qu'on percevait pas tant qu'on était soit trop dans notre mental, soit trop dans juste notre quotidien, en fait. Tout à fait. J'ai bien envie que tu sois un peu plus fine là-dessus sur, tu vois, tu dis le lien avec le fait d'être générateur. C'est quoi le lien pour toi? Ouais, en fait, le générateur, la stratégie, c'est de répondre. Et répondre, c'est à l'extérieur. Donc, si tu restes dans ta tête, tu t'auto-réponds, ce qui n'est pas correct. Alors que si tu réponds à quelque chose d'extérieur, une interaction, on va dire, c'est là où tu peux prendre tes décisions parce que tu peux solliciter une réponse. Si t'es en mode mental, tu t'auto-réponds, donc tu réponds pas vraiment, tu te réponds à toi-même. Alors que si, par exemple, tu te poses une question, du coup, c'est quoi ma priorité, par exemple, du jour, si on prend les tirages quotidiens. Et du coup, c'est les cartes qui vont te présenter des éventualités, des possibilités, des opportunités. Et c'est toi qui peux répondre. Donc, toi, tu es en réponse émotionnelle et tu as le sacral de toute façon qui est défini. Donc, le sacral va t'indiquer qu'est-ce que toi, tu as envie de faire le jour même. D'accord. Et c'est ton sacral qui t'aide à répondre à quelque chose d'extérieur. Et donc, les cartes sont un super support. Ok. Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, tu me montres comment moi, je peux utiliser les cartes de tarot en tant que générateur. Ouais. Mais pour les autres types? En fait, ça dépend parce que, par exemple, un projecteur va utiliser le tarot probablement pour guider les autres, pas pour se guider lui. Ok. Alors que les générateurs vont utiliser ça comme un support pour eux d'abord. Alors que les projecteurs, probablement, la première utilité sera pour guider les autres. Ouais, ok, pas mal. Comment, en fait, est-ce que tu utilises encore la thérapie actuellement ou plus du tout? Alors, je fais plus de séances de thérapie, si c'est ça ce que tu veux dire. Après, les outils que j'ai acquis, les connaissances que j'ai eues, oui, bien sûr, ça c'est encore très très actif. Ouais. Mais je travaille plus en séance, non.
Ok. Et donc, mais ça t'arrive quand même d'utiliser les outils que tu as appris en tant que thérapeute quand tu accompagnes quelqu'un? Oui. Ok. T'as jamais lié la thérapie et le tarot? Comme moi, je peux allier le coaching et le human design, par exemple? Non, parce que la demande clientèle, clairement, n'est pas forcément connectée à ça. Ok. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, j'étais vraiment en thérapie conjugale. Ouais. Donc, déjà, t'interviens facilement en situation de crise, etc. Et c'était pas la demande des personnes de venir se faire un truc qui allait être du domaine de l'ésotérique. C'était vraiment pas leur demande. Donc, il y a certaines personnes qui me connaissaient un peu mieux, qui me connaissaient par les réseaux sociaux, etc., qui me demandaient en plus d'intégrer des tirages de tarot. Donc, c'est pas que je l'ai jamais fait, mais c'était pas présenté comme tel. Je l'ai jamais vendu comme tel, voilà. Et donc déjà, il y avait un truc de ciblage qui était pas... tandis que pour toi, tu vois, human design plus coaching, pour moi, ça me semble assez bien se mixer, en tout cas dans mon imaginaire à moi. Ouais. Et ensuite, l'autre truc, c'est que là, actuellement, la grande majorité des personnes qui viennent à moi, honnêtement, c'est des personnes qui ont envie de faire des trucs de fou dans leur vie et qui osent pas trop, qui se sont un peu réfugiées dans des outils ésotériques parce qu'elles sont très attirées par la spiritualité, qui stagnent un petit peu là-dedans. Et justement, moi, je vais les aider à prendre leur spiritualité pour en faire quelque chose de plus actif dans leur vie. C'est un petit peu ça la mission. Mais quand je parle à une personne qui n'est pas là-dedans, qui ne fait pas partie de cette cible-là, et qui arrive et qui aurait juste besoin d'une aide thérapeutique, si je me mets à lui sortir des cartes, elle va juste me demander est-ce que Michael va revenir. Elle va avoir cette image très wou-wou de la cartomancie, très dire l'avenir, très alors que c'est des choses qui font pas vraiment partie de mon univers en fin de compte. Ok. Je vais revenir sur ça, sur l'aspect voyance. Et du coup, toi, par exemple, moi, j'allie beaucoup le tarot au coaching. Et je communique pas forcément dessus. Ouais. Mais c'est vrai que, par exemple, dans des séances où la personne, elle peut être carrément bloquée et qu'elle n'arrive pas à répondre ou qu'elle est dans son mental, je vais lui demander est-ce que tu m'autorises à tirer une carte pour éventuellement travailler sur quelque chose de plus spécifique, mais avec peut-être d'autres mots. Et donc là, ça peut débloquer des séances de ouf. Je tire des cartes et là, je lui dis ah ok, je vois un lien avec par exemple ton père dans ton enfance. Est-ce que ça résonne par rapport à la thématique qu'on est en train de travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu en lien avec cette thématique, etc. Et la personne me dit en général, oui, effectivement, il y a eu un événement quand j'avais 4 ans, il s'est passé ça. Et j'ai dit ok, est-ce que tu considères que c'est un événement qui est marquant dans ta vie et qui peut éventuellement t'avoir bloqué à ce moment-là? Donc après, la séance se déroule de cette manière-là. Ça débloque en fait en faisant le lien entre sa situation d'aujourd'hui et un événement passé lié à ce que j'ai pu voir dans les cartes, par exemple. Ouais, tout à fait. Ça, quand je fais des fois des accompagnements où, tu vois, ça m'arrive par exemple pour proposer des programmes et puis c'est accompagné 2-3 rendez-vous avec les personnes. Ouais. Donc oui, carrément. Et d'ailleurs, il y a quand je m'étais mis à l'utiliser surtout en thérapie conjugale de temps en temps, ça peut même être vexant en fait parce que, mais je pense que ça t'est déjà arrivé, de par ton expérience, parce que tu sais, parce que tu as vu déjà le schéma se répéter de nombreuses fois sous tes yeux, tu donnes les clés à la personne qui est en face de toi. Tu dis, voilà, il se passe ça et ça dans ta vie. C'est sûrement parce que ça et ça en arrière-plan et que du coup, ce que tu peux faire à la place, c'est ça et ça et ça. En gros, tu lui dis ça et la personne, elle fait et voilà, c'est tout. Et tu vois que ça s'imprime pas du tout. Et finalement, t'en viens à sortir le tarot parce que ça t'a été demandé, etc. Les cartes disent exactement la même chose et la personne le prend au sérieux parce que ça vient des cartes. Ouais. Il y a une espèce d'autorité magique, tu vois, qui est là et que j'ai pas naturellement en tant qu'être humain. C'était très désespérant. Enfin non, c'était aussi très amusant en fait. Mais ouais. Je pense que c'est plus parce que la personne va recevoir les conseils ou les recommandations comme quelque chose que toi tu bases sur ta propre expérience, Ouais. ton propre savoir, alors que les cartes ça va être plus neutre et ça va être plus palpable. Ouais, sans doute, c'est plus illustré aussi. Puis effectivement, il y a cette ouverture un peu magique et voilà, du coup, c'est recevoir l'oracle ou la pitié ou tu vois, il y a un truc comme ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime le coaching, parce que dans le coaching, du coup, je vais pas, même si j'ai l'impression de savoir où est le blocage, au final, parfois, en posant des questions, on va aller sur quelque chose de complètement différent, qui résonnera beaucoup plus pour la personne.
Et au final, le résultat sera le même. Elle sera débloquée sur le truc sur lequel elle était en train de stagner, quoi. Oui. C'est pas forcément ce que moi j'ai vu. Donc, en tout cas, pour ma part, le coaching m'a appris beaucoup à être dans l'humilité de, OK, je peux savoir certaines choses. Et quand tu parlais de capacités extrasensorielles, de subtilité, etc., c'est ce que j'ai aussi. J'ai des perceptions subtiles. Donc, du coup, de sortir de mon rôle de sachante et de dire, OK, c'est la personne qui choisit le chemin vers lequel elle veut résoudre son problème, en fait. Mais c'est sans doute vrai ce que tu dis, parce que là, je te parle effectivement de l'époque où j'étais encore en thérapie conjugale, et ça remonte à, voilà, mine de rien, j'ai arrêté quand? J'ai arrêté en 2019. Et ouais, les choses ont évolué depuis. Ouais, t'as raison. Il y avait cette posture de sachante que j'incarnais. Ouais. Et par rapport à tout ce qui est voyance, et du coup, tu me disais, oui, t'aides aussi les gens à reprendre du pouvoir parce qu'ils se sont un peu réfugiés dans la spiritualité. Il y en a beaucoup, hein, suite à certains traumas, des événements marquants de leur vie. Ça peut être une reconversion, hein. Marquant, c'est peu importe la définition qu'on donne à ça. Et dans mon cas, en tout cas, c'était la reconversion qui a fait que je me suis réfugiée dans la spiritualité, hein. Je partais d'un domaine très stratégique, très yang dans le salariat, vers quelque chose de beaucoup plus léger. Et j'étais dans l'extrême opposé, qui est la spiritualité. Je commence à me former à la tarologie, l'énergétique, le chamanisme, etc. Donc, maintenant, j'ai pris assez de recul pour allier les deux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais vraiment dans un extrême, puis dans un autre. Et justement, est-ce que toi, tu observes aussi ou tu accompagnes peut-être des personnes qui se réfugient dans la spiritualité doudou? Tu sais, un peu genre ce côté rassurant, je donne mon pouvoir à quelque chose qui est extérieur à moi, à l'univers, à ma spiritualité. Oui. Tu vois ça aussi? Ouais. Ah oui, oui. Et du coup, est-ce que tu as ces personnes-là? Parce que je sais pas si toi, tu fais encore tout ce qui est prestation tirage. Non, je le fais pour des proches, des amis, des choses comme ça, mais tu vois, en termes professionnels, c'est juste pas pertinent dans le business model. Ok, top. Parce que du coup, moi, je sais qu'au moment où je me suis formée avec ta formation en autonomie, du coup, j'ai voulu m'exercer et donc j'ai proposé des tirages. Et j'ai commencé à tirer des personnes justement qui voulaient de la voyance et qui mettaient tout le pouvoir sur les cartes. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai arrêté ce service-là. Parce que j'attirais pas des personnes avec lesquelles j'avais envie de travailler. Toi, tu as utilisé les cartes pour avec une intention de voyance ou pas du tout? Non, pas du tout. Déjà parce que honnêtement, moi, au niveau perception subtile, c'est pas vers l'avenir que ça se dirige, Okay. clairement. Ça peut m'arriver dans le tirage qu'il y ait une carte qui dit voilà. Mais en fait, je vois vraiment le tarot comme une espèce vraiment de carte routière. Et du coup, je peux te décrire, ouais, voilà, là, tu es en train d'emprunter telle route, etc. Vision d'avenir, c'est si tu continues sur cette route-là, ben, t'arrives à telle ville. Si après tu trouves que la ville en face de toi, c'est vraiment pas là où tu veux aller, il y a des bifurcations possibles et du coup, l'avenir que je propose n'est jamais une vision figée. Ouais. Mais après, par rapport à toi, ce que tu décris, moi, j'ai jamais fait de la prestation pure de lecture de tarot auprès de personnes qui n'y connaissaient juste rien du tout, tu vois. C'était pas juste, voilà, open bar cartomancie. Et du coup, j'ai pas attiré ce genre de personnes. Si, j'ai fait des salons ou des choses comme ça, ou des événements en don libre, ou bien juste comme ça pour le fun. Et là, oui, mais je recadrais en fait. Ouais. Ouais, tu vois la question, est-ce que Michael va revenir? Je leur disais clairement que je n'en savais strictement rien. J'avais d'ailleurs pas très envie de le savoir, mais que par contre, on allait peut-être voir pourquoi est-ce qu'elle était encore en train de vouloir que Michael revienne, parce que là, déjà, ça m'intéressait beaucoup plus. Et puis, il y avait beaucoup plus d'ancrage pour la personne, en fait. Elle pouvait trouver des solutions pour elle-même. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai attiré vraiment des personnes qui voulaient vraiment que je leur lise l'avenir. Ouais. Et par contre, après, j'ai fait un questionnaire pour réserver des séances où il y avait vraiment un erratum. Ah ouais. Attention, je ne fais pas de séance de voyance. Il peut arriver que je capte des choses de l'avenir, mais encore une fois, c'est une probabilité parmi tant d'autres. C'est pas un chemin tout tracé, genre destination finale, c'est obligé que ça va arriver. Ouais. En fait, vous avez le pouvoir de décider de changer les choses et de faire différemment, quoi. Donc ça, j'ai même de ma propre expérience en tant que cliente, j'ai eu des lectures de cartes où les personnes me disaient ça, c'est comme ça. Mmh. Et en fait, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit voilà, il y a une potentialité, mais encore une fois, vous pouvez choisir.
Et ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus éthique et je raisonnais beaucoup plus avec cette manière de voir les choses et de présenter les choses, quoi. Ouais. Mais enfin, tu vois, toi, tu es dans le domaine aussi de l'entrepreneuriat. Ouais. Moi, c'est une question qui m'arrivait souvent. Par contre, le truc, la question finale, c'était toujours, est-ce que l'entreprise que je projette va marcher? Et c'est un truc qui est tellement multifacteur, tu vois. Ça dépend la réponse est toujours, mais ça dépend ce que tu fais. Enfin, c'est une question, je sais que tu vas forcément éveiller une frustration chez les gens si t'es pas hyper clair avant sur le service que tu offres. C'est-à-dire que non, je vais pas te dire ça. Ouais. Je reformulais souvent les questions de mes clients. Quand ils me disaient, par exemple, est-ce que mon entreprise va marcher? Je reformulais, est-ce qu'on peut reformuler quelles sont les prochaines étapes sur lesquelles je devrais focaliser pour faire en sorte que mon entreprise marche au mieux possible, en fait. Que faire pour mettre toutes les chances de mon côté? Que faire pour avoir ma prochaine cliente? Que faire, tu vois? Exactement. Donc, je reformulais à chaque fois les questions. Je crois qu'il y a aucune prestation où j'ai pas dû aider la personne à reformuler la question avec son accord, bien sûr, et avec validation. C'est important que je dise, voilà, je te propose cette reformulation. Est-ce que ça te convient? Parce que c'est la personne qui paye quand même un service. Et la personne, en général, me disait, oui, ça me convient. Et donc là, on pouvait partir sur le tirage. Mais si la personne me disait, non, je veux savoir combien je vais faire de chiffre d'affaires cette année, etc., je disais, je suis pas la bonne personne, en fait. Parce que j'appelle ça de la guidance et non de la voyance. Ouais. Non, mais je suis OK avec toi là-dessus et effectivement, c'est juste, après, c'est juste sans doute pas dans mes cordes ni dans les tiennes apparemment. Je sais pas, en fait. J'ai l'impression quand il s'agit d'intuition, de cartes, de guider les gens, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois, je n'arrive à lire que la personne et moi, les points d'accroche que j'ai avec elle. Je me base vraiment sur mes intuitions, mon monde émotionnel, etc. Et je pars du principe, quand je fais un tirage de tarot, que les émotions que je ressens ou les mots qui me viennent, qui sont aussi les miens, en fait, sont forcément des bons points d'accroche pour la personne qui est en face de moi. Mais du coup, c'est juste avec la personne qui est en face de moi. Tu vois, c'est pas par rapport à, je sais pas, à ce que fait son ex, c'est pas par rapport à ce qui va se passer dans 4 mois. C'est elle, maintenant, et ce qui est inconscient pour elle et comment elle vibre à l'heure actuelle. Et ce qui lui fait peur maintenant et son passé aussi. Mais pas ce qui est à la périphérie, pas, voilà. C'est à ça que j'ai accès. Ouais. Trop bien, trop intéressant. Dans ta vie, de manière générale, si on peut focaliser peut-être sur ton expérience entrepreneuriale, tu dirais que ça a été quoi ton plus gros challenge? Alors, tu me diras si j'ai bien répondu parce que c'était justement cette période où j'étais encore en thérapie conjugale et où j'avais beau faire tout ce que je pouvais pour remuer la choucroute, ça faisait pas grand-chose. Ça passait pas un certain seuil et j'étais vraiment, 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 vraiment désespérée. J'étais dépendante financière à fond les ballons de mon conjoint. Là où je m'étais rendu compte que punaise, ah oui, c'est ça la pauvreté en vrai, c'était me rendre compte que les leggings de mes filles qui étaient petites à l'époque étaient troués, que je devais racheter des leggings, que mon Dieu, un legging c'est 10 € et que j'étais à ça près. Ouais, ok. Et comment t'as fait pour t'en sortir? En fait, je m'en suis sortie. Pour le coup, c'était pas mal énergétique comme changement. C'est mon conjoint m'a dit, écoute, je vois bien que t'es déprimée, que ça ne va pas, etc., et que ce que tu veux faire, ça marchouille, mais ça marche pas autant que tu le souhaites. Tu dégages chez ta sœur au Québec et tu restes 10 jours là-bas et tu te changes la tête. Ok. Donc pour moi déjà, il me payait mon billet d'avion, ce qui pour moi était complètement hors de prix, complètement infaisable. J'en ai beaucoup voulu, je lui ai crié dessus parce que quand même c'était pas possible. Puis après, j'y suis allée. Et en fait, le fait d'accepter qu'on m'offre quelque chose, que ma sœur m'offre l'hébergement, et puis le fait de prendre soin de moi pendant 10 jours, le fait que lui me paye un billet d'avion, le fait que j'accepte d'être dépendante à ce moment-là de genre tout le monde, que je passe à autre chose que pendant forcément cette période de temps, j'avais pas de consultation ni quoi que ce soit, que je sois juste avec mon tarot et que je commence à faire des petites lectures en ligne. Ouais, c'est à ce moment-là que ça a changé le truc. Ok. Et du coup, tu dis ça parce que vous n'aviez pas de compte commun, c'était chacun son business, ses revenus, etc. Oui, tout à fait. Ok. En fait, je suis en famille recomposée et du coup, il y a ce truc-là aussi où j'ai pas envie que lui assume ma vie, mes enfants et inversement d'ailleurs aussi. Et tu vois, il y a quelque chose qui est assez. Ok, je comprends.
Et du coup, t'incarnes aussi l'archétype, à mon sens, de la reine. J'adore. Où t'as envie d'empuissancer aussi les autres femmes. Et du coup, c'est ça aussi qui t'a challengé de recevoir de l'aide, parce que quand on incarne un peu l'indépendance, la force, le leadership, on a aussi du mal à recevoir de l'aide. On donne beaucoup et on a du mal à recevoir. Ça te parle? Ah oui, oui, non, mais à fond la caisse. Mais je pense que t'es aussi là-dedans, non? Ouais, grave. C'est des choses qui sont débloquées aussi pour moi. Il y a juste quelques mois de ça où j'ai pu reprocesser certaines choses. Et c'est surtout de la part des hommes de ma vie que j'avais du mal à concevoir ça. Il y avait ce truc de dépendant de son conjoint pour assurer quelque part. Ça pouvait pas faire partie de mon système. Et là, c'est ce qui expliquait aussi des problèmes de couple que je pouvais avoir, notamment. Je veux dire, c'est dur de vivre avec quelqu'un et de lui dire non mais en fait je veux pas que tu m'aides du tout, jamais, je veux juste que tu serves à rien et que tu sois juste un super plan amical, un super plan pour le resto, un super plan cul et c'est tout s'il te plaît. C'est pas tenable sur la durée ce genre de truc. Donc d'accepter vraiment que il y ait quelqu'un qui puisse vraiment me seconder et que je seconde aussi d'ailleurs. Hein. Mais ouais, c'était vraiment une démarche pour moi. Est-ce que justement t'as pas observé cette dissonance d'un côté tu es la femme puissante, indépendante, et d'un autre côté tu as besoin qu'on prenne soin de toi quand même, qu'on t'apporte de l'amour, de l'affection, du support, du soutien psychologique, moral, physique, tout ce que tu veux. Ou t'es plus ce genre non, je suis indépendante, laisse-moi tranquille et je te sonnerai quand j'aurai besoin, tu vois. Non, je crois que je me suis bien soignée de ce côté-là. Alors, il y a ce truc où je pense que, parce que je te fais pas l'histoire, mais ça vient de blessures familiales, etc., comme chez un peu tout le monde, je pense qu'on guérit jamais complètement. Donc, quand je retraverserai des situations de crise ou des choses comme ça va ressortir. Là, pour l'instant, où ça va bien, j'accepte c'est même pas une dualité, enfin, je veux dire, si t'es une reine, t'as bien des gens qui vont te faire tes manucures. Non, je veux dire, faut être un peu raisonnable, quoi. C'est la moindre des choses. Et tu vois, c'est normal qu'on porte les courses à ta place. Tu vois, tout ça, c'est normal. Si t'es une vraie reine, tu as des gens autour de toi qui t'aident et qui t'aiment parce que c'est naturel qu'on t'aime et c'est tout. Donc, c'est pas quelque chose que je vois comme une dualité, mais il y a des chances que je retombe là-dedans. Et c'est OK pour moi. Enfin, je veux dire, je crois que je fais la paix avec ça. Le fait que j'ai des travers qui me viennent de blessures anciennes. Ce sera sans doute jamais complètement guéri et je vais vivre avec. Ok, hyper intéressant. Et Et toi, attends, toi, comment tu gères ça du coup? alors moi, du coup, j'ai eu beaucoup de mal pendant plusieurs années, notamment tout ce qui était salariat, etc. Parce que pendant plusieurs années, je gagnais mieux que mon mari. Ok. Donc du coup, j'étais celle qui rapportait le plus gros salaire, le plus d'argent. Et puis nous, on avait un compte commun. Ouais. Donc après, on était tous les deux cadres, donc la différence était pas énorme non plus. Et puis moi, il y a eu un gros changement à partir du moment où j'étais au chômage, où là je me suis retrouvée un peu dans la mouise financièrement, où je passe d'un salaire abondant à nada. Tu vois, genre j'étais sous le seuil du RSA en France et je n'acceptais pas l'aide des gens. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais déjà avec mon mari, on n'était pas mariés, on était juste en couple. Il voulait m'aider, m'avancer de l'argent et je lui ai dit OK pour le ski parce que je voulais absolument partir au ski avec nos amis. Mais je te rembourse. Ok. Et je te rembourse en 4 fois. Pareil, ma mère me disait, je peux t'avancer de l'argent. Non, non, pas besoin. Mon meilleur ami m'avait dit, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de shopping, je te file 100 balles, comme ça, tu peux faire les soldes. Et je disais, non, non, mais j'ai pas d'argent, donc je fais pas de soldes. Hyper fermé, non, j'ai pas d'argent, je ne dépense pas. Mais c'est aussi ce qui m'a aidé à rebondir et à gérer mon argent et à être encore plus motivée d'aller en regagner, d'avoir vraiment cette motivation qui venait me chercher dans mes tripes, quoi. Donc c'était une fierté, mais c'est une fierté qui m'a supportée à ce moment-là. Et puis pareil, de nouveau, quand je suis devenue entrepreneur, moi j'ai démissionné de mon salariat où je gagnais beaucoup d'argent. Et puis quand on démissionne aux Pays-Bas, c'est pas comme en France, il n'y a pas de négociation avec la compagnie, t'as rien, t'as zéro, t'as pas d'aide. Donc du coup, je me suis retrouvée d'un salaire très abondant à zéro de revenus. Et donc là, de nouveau dans une situation qui m'a challengée et où je n'ai pas accepté d'aide. C'est-à-dire, OK, de toute façon, je vais arrêter de faire du shopping parce que j'ai une valeur écologique qui s'est développée. Donc du coup, je veux plus surconsommer. Je vais faire du tri. J'ai changé ma manière de consommer, donc ce qui fait que je dépensais moins.
Par contre, comment je continue de voyager parce que je veux pas m'asseoir dessus. Donc, du coup, c'est là où ça m'a motivée moi à générer de l'argent. Et du coup, j'ai commencé à voyager uniquement avec mon compte professionnel. Ouais. Et j'ai pu combiner les deux, les voyages qui me nourrissent énormément et le développement de mon activité. Donc j'étais encore plus motivée pour développer mon activité, pour partir en séminaire, pour partir voyager à l'autre bout du monde dans le cadre pro, etc. Et c'est pour D'accord. ça que ça m'a remotivée, que m'a redonné du souffle. Mais en fait, ça veut dire que toi, tes challenges, notamment financiers, Ouais, ça t'aide, en fait, ça te sert de booster pour booster tes propres revenus, ouais. mais ça te booste pas du tout en sens où tu vas accepter de l'aide. Ah non, en fait, si tu veux, j'accepte de l'aide, mais si moi je la choisis, c'est pas quand les gens vont me proposer. Maintenant je travaille dessus, hein, mais j'ai eu beaucoup de mal à quand, par exemple, je suis à Paris dans le métro et je suis avec ma valise et quelqu'un me dit, est-ce que vous voulez que je vous aide avec votre valise? Mmh. Bah, en fait non, parce que je sais que je suis capable, tu vois, c'est dans ce sens-là. Je suis capable de la porter, donc j'ai pas besoin d'aide. Donc je vais me débrouiller. Et ça m'est arrivé, je crois, là, je suis revenue du Mexique où j'avais ma grosse valise du Mexique et où mon mari m'a dit, attends, je vais porter ta valise à l'étage. Et là, j'allais le faire moi-même parce que j'aime Ouais. quand ça va vite. Je suis pas très patiente, moi, comme personne. Ouais. J'aime quand ça va vite. J'étais prête à la porter. Et puis après, je me suis dit, OK, je suis dans mon énergie féminine. Je vais accepter, en fait, de laisser de la place à mon mari qui a envie de m'aider, qui a envie d'être dans son énergie masculine. Et donc, je me suis dit, je vais m'asseoir sur ma patience et le laisser porter ma valise parce que ça lui fait plaisir aussi de m'aider. Oui, oui. Il se sent utile. Et puis moi, c'est chouette aussi de se faire porter sa valise à l'étage pour déballer la valise, quoi. Donc, j'apprends petit à petit à plus naviguer dans ces deux énergies. Mais avant, non, non, je suis capable de la porter, donc je vais la porter. Et Ouais, pareil, ouais. quand, tu vois, c'était plus ça. Et par exemple, dans le coaching, c'est pareil. Bah non, je vais pas demander de l'aide d'un coach parce que je suis coach, donc je vais m'auto-coacher, tu vois. Oui, tout à fait. Et donc, c'était de rester dans ce truc-là. Et au bout d'un moment, c'était en fait de switcher mon mindset en me disant, mais en fait, d'avoir un point de vue extérieur va m'aider à aller plus vite et plus loin. Au lieu de galérer moi pendant peut-être plusieurs semaines sur ma problématique, bah là, en une séance, je vais déjà voir des choses que moi, je ne vois pas seule. Donc, c'est quoi mon intention? Est-ce que j'ai envie d'aller plus vite et d'avoir un processus beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable en ayant de l'aide de quelqu'un d'autre ou de rester dans une fierté de je vais m'auto-coacher, je vais y arriver seule, etc. Et donc j'ai switché ça petit à petit, mais ça m'a pris du temps, quoi. Et je pense que le déclic s'est fait vraiment, on va dire, entre cette année et il y a 2 ans, quoi. Ouais. Ouais, je pense depuis 1 an et demi, où il y a vraiment eu un déclic, où j'ai accepté de demander de l'aide, des autres assez rapidement. C'est-à-dire que, moi, je me suis séparée de mon mari il y a 1 an et demi et c'est là où j'ai vu que j'étais au fond du trou. J'avais plus envie de faire du business, plus envie de rien et là, c'est là où j'ai sollicité mon coach, pour l'accompagnement individuel que j'avais jamais eu besoin, jusqu'à ce moment-là et puis, le support, d'une psy, tu vois? Ouais. Et ça m'a débloqué, ça m'a changé toute ma perception, des choses sur l'aide extérieure. Bah, je pense aussi que du coup, tu es rapidement devenue une bien meilleure coach parce que tu devenais aussi un modèle. Ouais, Avant, tu l'étais pas, je pense. Enfin, je veux dire, il y a ce truc de t'offrais ton aide aux autres, mais sans. T'avais forcément le discours de oui, j'aide les personnes qui ont besoin d'aide. exactement, Alors que toi, quand tu as besoin d'aide, tu n'allais pas la chercher ou tu ne l'acceptais pas. exactement. En fait, j'étais là pour incarner la femme forte et pas la femme vulnérable, tu vois? Et donc il y avait vraiment cette réconciliation de ces 2 parts de moi, ce que j'avais envie de mettre en lumière et ma part d'ombre, en fait, le fait de les réconcilier et de voir en quoi on pouvait trouver une harmonie et d'incarner ces 2 parts, ça m'a aidée, je pense, à expanser et à incarner complètement qui je suis et donc d'inspirer plus de femmes, au final. Ouais. Et il y a un truc, je voulais juste rebondir là-dessus, c'est, je pense que ce qui fait aussi notre puissance de femme et le fait qu'on, tu vois, il y a vraiment ce truc de reine derrière, c'est aussi juste de se faire des bains d'ocytocine, tu vois, qui Mmh. est, voilà, l'hormone du lien, l'hormone de l'amour, l'hormone du plaisir aussi. Et en fait, quand tu laisses quelqu'un porter ta valise, ça te fait un shoot d'ocytocine formidable. Ça lui en fait un. Et j'étais tombée sur une étude, j'étais en mode, oh, c'est trop bien. C'est aussi un shoot d'ocytocine pour les personnes qui sont témoins. Mmh.
si tu vois, je sais pas, une mémé qui fait tomber son sac de courses et que tu vois un jeune homme qui aide la mémé à ramasser son sac de courses, que tu assistes à ça, ça te fait un shoot d'ocytocine. Ouais, c'est clair. Je trouve ça trop bien. Et du coup, je me dis, ah, mais ça en fait plus pour tout le monde. Du coup, ce genre d'aide un peu random comme ça, je trouve ça assez chouette à accepter. Ouais, je suis d'accord. Et j'avoue que moi j'étais quand même j'ai grandi à Paris, donc quand quelqu'un veut t'aider, moi je m'imagine toujours le pire. La personne va partir avec ton sac, avec ton téléphone, avec tout, tu vois. Ouais. Genre s'il y a quelqu'un qui dit je voulais que je vous prenne en photo, tu sais, t'es comme ça en mode selfie. Ouais. La personne te dit, vous voulez que je vous prenne en photo, et là tout de suite tu me dis non parce que la personne va partir avec ton téléphone. D'accord. Ouais, alors que quand même 99% des gens ont un fond assez sympa. Hein, ça Ouais, va. c'est ça. Donc, mais bon, après, je pense que à Rotterdam, là où j'habite, Oui. je serais beaucoup plus ouverte à ce que quelqu'un prenne mon téléphone qu'à Paris. À Paris, j'aurais moins confiance. Je pense parce que j'ai grandi à Paris, qui fait que voilà, je connais aussi les inconvénients, et puis le fait que d'avoir été naïve, ça a été à mon désavantage à plusieurs reprises, tu vois. Donc, je pense que je suis très méfiante. Du coup, j'ai beaucoup moins confiance à Paris qu'à Rotterdam. À Rotterdam, pas de problème. Parfois, j'oublie mon cadenas de vélo. Je laisse mon vélo complètement déverrouillé en ville. Mon vélo est toujours là quand je reviens. Ouais. J'oublie souvent ma chaîne de scooter. Je ne verrouille pas mon scooter. Mon scooter est toujours là, même si je le laisse, tu vois. Ouais, trop bien. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à partager en plus? Moi, j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser, que j'avais en tête, que je m'étais listée. Si, ouais, c'est une anecdote que je raconte de temps en temps alors c'est vraiment une anecdote du début de mon utilisation du tarot en professionnel, on va dire, parce que souvent les gens, tu vois, il y a des personnes ici qui se tirent pas forcément le tarot, qui sont pas forcément intéressées, qui du coup ont du mal à saisir de quoi c'est qu'on parle, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que à l'époque, j'animais des groupes de parole de femmes. Et j'ai réuni, c'était en 2016, je crois, des personnes qui venaient toutes du même milieu professionnel. Donc, elles bossaient pas forcément ensemble, mais c'était du même réseau, donc elles se connaissaient toutes. Et il y avait une des femmes, c'était visiblement la doyenne, et tout le monde l'admirait, et tout le monde la respectait. Elle faisait un petit peu figure d'autorité. Elle devait avoir la cinquantaine. Et en fait, elles se sont chacune tiré une carte de tarot pour ouvrir le dialogue au tout début, pour pouvoir se présenter, dire ce qu'elles avaient à dire, etc. Et la nana, elle tire une des cartes de chevalier. On a 4 cartes de chevalier, elle en a tiré une, c'est pas important de savoir laquelle. Et quand vient son tour de prendre la parole, alors qu'avant c'était un peu plus feutré, on va dire, enfin moins révélateur, elle nous dit juste, et c'était c'était aussi percutant parce qu'elle a très peu parlé, tandis que les autres avaient beaucoup plus été dans le blabla. Et elle nous dit, voilà, moi j'ai tiré la carte du chevalier. Dans ma vie, je suis un chevalier. C'est parfois super dur d'être un chevalier. Et elle s'effondre en larmes devant toutes ces personnes qui étaient plutôt dans une forme de respect, en fait. Et du coup, mais tout d'un coup, ça a dégelé l'atmosphère. Elles se sont mises à la toucher. Et après, tu vois, switch total de déjà ce que pouvaient dire les cartes de soi tout de suite. Ouais. Et switch total dans la sincérité de la prise de parole à ce moment-là, quoi. Et je pense pas qu'elle était venue ici en sachant qu'elle allait dire ça non plus. Ouais. Et c'est ce genre de truc qui se passe toujours en séance ou quand on se tire le tarot, où c'est tout d'un coup avoir sous les yeux ce qui se passe pour soi en ce moment et tout d'un coup il y a tout qui s'ouvre. Ouais. Et je dis souvent que le tarot, en fait, enfin les cartes de manière générale, quand on les interprète, c'est selon notre expérience, notre perception de la symbolique, etc. Tu vois, par exemple, moi, j'utilise pas les livrets qui sont fournis avec les cartes. Non, pareil. Et je trouve que ce que tu donnes comme exemple, c'est justement un très bel exemple de ce qui se passe en fait quand on se tire les cartes ou quand on tire les cartes à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la personne qui va lire via son prisme. Moi, parfois, je confronte un petit peu avec du coup la perception de la personne qui me consulte parce qu'elle n'a pas elle voit pas les mêmes choses, quoi. Moi, je vais voir des choses par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vis, et l'autre va voir quelque chose d'autre. Par exemple, moi, le rouge peut être assimilé à quelque chose de très abondant, etc. Parce que dans la culture asiatique, c'est une couleur qui célèbre, alors que d'autres personnes peuvent percevoir le rouge comme quelque chose de douloureux parce que ça leur rappelle le sang, etc. quoi. Oui.
Non, mais tout à fait. C'est un bon moyen de débugger les tirages quand on les fait à deux, parce que ça, c'est une grande peur chez les gens qui, enfin, ce qu'on m'a confié en tout cas, j'ai peur de tomber en panne devant une carte alors que je suis en consultation avec quelqu'un. Et la réponse est, mais juste, montre-lui la carte. Je sais pas, le tirage me dit que tu as peur de ça. Et on monte la carte. Et on dit, mais moi, je sais pas ce que c'est, là. Et la personne le dit. Ouais. Elle le dit, c'est tout. Ouais, c'est génial parce que parfois on peut pas tout savoir, parfois on peut pas, on sait pas interpréter. On dit voilà, le blocage que je vois pour toi c'est ça, mais du coup moi ça ne me dit rien. Donc est-ce que toi ça te dit quelque chose, etc. Et là, en général la personne trouve tout de suite. Et là tu sais que c'est fluide, oui. C'est juste quoi. Ça c'est génial là-dessus. Margot, comment on peut travailler avec toi? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont être intéressées suite à l'écoute de notre épisode. Et qu'est-ce que toi tu proposes aujourd'hui? Alors honnêtement, pour travailler avec moi, le plus simple, c'est juste aller sur mon Instagram et puis suivre ce qui se fait en ce moment, parce que j'ai quand même une espèce de saisonnalité dans ce que je peux proposer. Et vous allez trouver ce que je fais en ce moment. Des fois, c'est la retraite, l'expérience tarot, parce que je fais aussi du travail en retraite autour d'un travail énergétique avec le tarot qui se fait. Là, c'est parti pour fin mai. Ouais. Donc il y a ça. Mais sinon, il y a régulièrement des offres qui emmènent un petit peu plus dans les profondeurs des arcanes. Voilà. Trop bien. Je mettrai tous les liens dans la description. Ouais, tu mets le lien Instagram. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, là, je pense que j'ai fait le tour. Ok, génial. En tout cas, merci pour notre échange, Margot, c'était top. Je suis trop contente de t'avoir accueillie. Merci à toi. Et je suis contente qu'on se soit rencontrés parce que depuis, du coup, on a connecté. Oui, j'étais désespérée pour l'événement de Geneviève, parce que juste j'avais une vie bien remplie à ce moment-là, donc c'était pas forcément, je m'étais pas posé la question de venir. Je venais de faire le Bichot aussi, donc tu vois, pour moi, j'avais pas forcément envie. Mais quand j'ai vu toutes les personnes qui étaient, les discussions, les retours de collègues à moi, enfin des choses comme ça, j'étais en mode oh, jalousie. La prochaine. Voilà, l'année prochaine je viens, parce que sinon je vais déprimer, je vais être encore plus jalouse. Voilà. Ouais, top. En tout cas, merci beaucoup Margot pour ton temps. Et puis je te dis à très vite. Oui, à très vite. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.